de pouvoir étudier, de pouvoir faire des études et du sport. C'est une vraie chance que vous avez ici à l'ESM. Moi, je ne l'ai pas eu quand j'avais 20 ans, donc c'est pour ça que je la prends maintenant à 35. Mais vous avez cette chance-là de concilier les études, le sport, et je crois que c'est un vrai équilibre pour les sportifs. Ce soir, notre invité reflète parfaitement justement cette réussite sportive et scolaire. Il a su concilier le sport et les études de haut niveau, notamment grâce à GEM. Voilà, donc souvenez-vous, le Tour 2016, c'est lui qui dynamite le peloton avec son pote de l'équipe AG2R en remportant l'étape du BT. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement le deuxième du Tour de France 2016, Romain Bardet. Romain, bonsoir et merci d'être parmi nous. Et puis avant de débuter, on va passer aussi quelques images qui nous ont été gentiment prêtées par France Télévisions et Nicolas Gay. Des images qui vont nous rappeler quelque chose. La première victoire française de ce Tour de France, ici, en BT, oui, il a dynamité le Tour. L'exploit de Romain Bardet. L'an prochain, Romain Bardet fera encore du Tour sa grande priorité. À 26 ans, il sait qu'il devra à nouveau prendre des risques et courir comme il l'aime. À l'instinct, au panache, comme lors de ce fameux jour de juillet qui a tout changé. Romain, est-ce que tu pourrais rebondir sur ces images qui sont exceptionnelles, où on voit effectivement l'envers du décor, on voit le directeur sportif, notamment Vincent Lavenu, qui est dingue dans sa voiture. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu leur fais vivre dans des moments comme ça? Oui, déjà bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je suis content déjà de partager ce moment avec vous tous. C'est rare. Mes venues à l'école étaient un peu plus rares d'habitude. C'était plus un cadre un peu plus stressant pour mes oraux, notamment dans les 6 derniers mois. Donc voilà, ce soir, on a un peu plus de temps, un peu plus d'espace de liberté au micro et je ne vais pas me priver de ce plaisir-là. Pour revenir aux images, bien sûr, c'est émouvant, c'était des bons moments à vivre en tant que sportif. Je pense qu'on a connu aussi des moments de forte émotion, d'intensité et surtout partagés collectivement, c'est vraiment ça, puisque ça reste là, c'est avec le cadre très proche des gens impliqués au plus près de l'équipe, mais également depuis maintenant, sur les 11 derniers mois qui sont passés, c'est des témoignages quasi quotidien des gens qui ont aussi ressenti ces émotions-là derrière leur télévision et c'est ce partage qui est important. Alors moi j'ai l'habitude d'interviewer des skieurs et de taquiner un petit peu mes proies. Donc moi j'ai mené l'enquête sur toi, j'ai gratté et j'ai rien trouvé. Tout est clean, tout est studieux, tout est parfait. J'ai discuté avec ton papa, apparemment c'est déjà depuis le plus jeune âge que tu as mis cette rigueur en place. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, peut-être jusqu'au début pro, mais tu avais déjà des rêves en tête, c'était déjà assez clair pour toi? Je pense qu'il y a une partie, comme dans toute aventure, une partie d'inné, mais beaucoup d'acquis. C'est-à-dire que je n'ai jamais été en position, que ce soit à l'école ou dans le sport, en position réellement dominante. Donc j'ai toujours été obligé de trouver en moi-même des ressources, des ressorts pour progresser. Et ça a été bien sûr par le travail, c'est certain, et aussi par une volonté. Je dirais pas une insatisfaction permanente, mais une recherche de sens au quotidien dans ce que je fais. Et je m'épanouis vraiment plus dans la démarche que dans le résultat, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de vivre mon projet pleinement, alors que ce fut le cas à Grenoble, puisque j'ai eu la chance de suivre une formation de grande école tout en assouvissant ma passion pour le vélo. Et dans le vélo, puisque c'est un jeu de catégorie, j'étais bien sûr dans les équipes de France de jeunes, mais j'écrasais pas la concurrence, j'ai toujours eu besoin de beaucoup travailler, d'aller chercher les choses un peu par moi-même. Et c'est ce qui m'encourage à aller toujours chercher plus loin et à repousser les limites année après année.
Parlons justement de ce quotidien. J'ai vu un autre reportage où on attaque le reportage sur toi. On te voit avec tous ces journaux de la presse économique, politique, t'écoutes la radio, t'as ton ordinateur. C'est quoi le quotidien de Romain Bardet? Parce que ça a quand même l'air de ne pas être comme les autres athlètes. Je sais pas, en tous les cas, moi c'est un équilibre dont j'ai besoin, de ne pas rester enfermé dans une bulle sportive qui est, bon, parfois on a eu l'image de longs stages d'entraînement où on a une vie quasi réglée comme du papier à musique, presque monacale, donc j'ai besoin d'aller chercher aussi dans le monde qui m'entoure des choses qui me font dire que socialement aussi on est des athlètes, mais il y a aussi toute une partie d'ombre où c'est beaucoup d'heures d'entraînement, passer loin de la famille, passer loin parfois des problèmes aussi du quotidien. Donc c'est une chance, mais j'ai besoin de rester aussi connecté à cet environnement-là. Et donc pour moi, c'est aussi une manière d'être plus performant sur le vélo. Alors ton pote d'équipe, Michael Cherel, a dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » C'est ça, c'est un équilibre sportif, toutes ces choses-là, tous ces facteurs, que ce soit scolaire, l'équipe, la famille. Oui, c'est un équilibre, parce qu'on se rend compte que c'est de toutes petites choses mises bout à bout. Et on est au Tour de France, il faut savoir qu'il y a des 100 meilleurs coureurs du monde, qui ont des équipes qui sont structurées quasiment pareilles. Donc après, c'est du ressort personnel aussi dans les démarches, dans l'intention pour essayer de se démarquer de la concurrence, tout simplement. Et je dirais que cette notion d'équilibre est aussi importante, puisque pour être un bon coureur, il faut être aussi accompli dans sa vie en tant qu'homme, je pense, notamment pour tenir une cadence sur 3 semaines, où forcément, comme dans n'importe quel quotidien, il y a des jours où ça va mieux que d'autres, et il faut savoir gérer ces temps faibles aussi pour pouvoir exceller le jour où on a la fenêtre. Moi j'avais eu la fenêtre sur une étape comme Megève, j'étais dans les 5 premiers au général avant cette étape-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose des fois qui sépare les meilleurs concurrents, et il faut surtout être à l'affût des opportunités aussi pour savoir rebondir au bon moment. Tu as choisi de faire des études parallèlement à un sport qui est très exigeant. Le vélo, c'est 6 heures de selle parfois à l'entraînement, c'est une rigueur tous les instants. Comment tu as réussi à justement mener les deux de front et avec autant de réussite d'un côté comme de l'autre? Bien, je dirais que déjà la réussite n'est jamais vraiment pleinement acquise, on verra, c'est très bien, je suis très heureux d'être diplômé de Grenoble École de Management, mais maintenant tout le challenge reste à ce que j'en fais. J'ai l'outil à moi maintenant de réussir à valoriser ce parcours-là et à mettre en pratique surtout tous ces savoirs acquis. Mais je dirais plus à l'image de ce qu'a dit Gauthier tout à l'heure, c'est que dans une vie de sportif, on a aussi des moments, des temps faibles, des moments où les résultats ne marcheraient pas comme on voudrait, où on a l'impression de tout mettre en place, mais ça ne suit pas. Et j'ai toujours eu je trouvais toujours je dirais pas cette bouée de secours, mais presque, c'est-à-dire de me dire que dans les études aussi, je trouvais un domaine qui me plaisait. Bien sûr, parfois c'était parce qu'on est fatigué, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de contraintes. Néanmoins, sur mes années universitaires, j'ai vraiment pris du plaisir aussi à me sentir exister sur une autre frange, que la sphère strictement sportive. Et c'est en ça que je pense que j'ai créé mon équilibre et mon parcours. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre ton briefing de dimanche dernier. Donc, j'ai bien écouté la stratégie d'équipe. Et puis, en regardant l'étape, j'ai vu que, en fait, tu n'avais pas vraiment suivi exactement cette stratégie. Non, je m'en arrivais. Je veux parler un petit peu des prises de décision, justement, dans ces moments-là, parce que c'est vrai que le matin, vous parlez de quelque chose, mais il se passe tellement d'imprévus. Comment, toi, tu gères cette prise de décision rapide d'une situation peut-être pas contrôlée? Je sais que tu as l'oreillette avec ton directeur sportif, tu as tes coéquipiers. Comment ça se passe, si tu peux l'analyser, bien sûr? Je dirais que c'est un petit peu à l'image de la vie quotidienne, c'est-à-dire c'est une des qualités, je pense, qui est essentielle pour réussir, que ce soit dans le sport ou dans la vie, c'est la réactivité, de faire preuve un peu de flexibilité, d'être surtout bien en alerte sur son environnement, et spécialement en vélo,
on s'évertue aussi à avoir un entraînement très planifié, très calibré maintenant, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous permettent de rationaliser nos performances, comme les capteurs de puissance, tout un tas d'appareils qui nous permettent de savoir, de calibrer ce qu'on fait. Néanmoins, en course, et heureusement, c'est ce qui nous tient un petit peu, et ce qui est spectaculaire, justement, on doit avoir cette dose un petit peu de folie, d'intuition, laisser parler son instinct pour se révéler et surtout pour prendre conscience des opportunités qui peuvent se présenter. Et le briefing, ça donne les grandes lignes, mais après, ça reste les coureurs qui sont maîtres un petit peu de leur course et qui doivent s'adapter aux situations qui leur sont proposées. Alors, je reviens encore sur mon expérience de ce briefing. J'ai voulu un petit peu analyser. C'était compliqué pour moi, effectivement, venant d'un sport individuel, même si la réunion, on sentait qu'il y avait tout ce côté de motiver les athlètes. Mais je me demandais un petit peu quel rôle exactement tu avais dans cette équipe. Est-ce que, effectivement, tu es le leader de l'équipe AG2R La Mondiale, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu passes aussi sur un rôle, on va dire, de manager pour tes coéquipiers et peut-être aussi tes directeurs sportifs? Oui, je pense que c'est nécessaire parce qu'on est 8 coureurs, 8 copains dans la vie aussi où on passe beaucoup de temps ensemble. Il faut savoir que le groupe qui était présent au Dauphiné, on avait vécu plus de 15 jours ensemble, reculé à plus de 2300 mètres d'altitude. Donc forcément aussi, ça crée des liens bien au-delà du vélo. Et l'idée, c'est vraiment de tirer le meilleur de chaque individu et ça passe par des mots au briefing. Mais le briefing, c'est un quart d'heure dans une journée, donc c'est pas là où se passent les choses. Je dirais que c'est plus dans les attitudes, dans le comportement au quotidien, dans cette démarche un peu dans cette quête un petit peu d'excellence, dans tous ces voilà, dans ce réconfort aussi qu'on peut apporter parce que mes coéquipiers aussi ont des mauvais moments. C'est dans cette présence-là, dans les attitudes au quotidien que je pense qu'il est intéressant de fédérer les groupes. Et j'ai pu voilà, aussi mettre en pratique un petit peu parfois les cours qui m'ont été enseignés à Grenoble, notamment dans le management d'équipe, pour constater bien sûr des similitudes dans le management de groupe sportif en particulier. Moi, je m'attendais un petit peu plus quand le directeur sportif t'a demandé est-ce que tu avais un petit mot à dire, tu as dit juste je compte sur vous les gars. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'après il y a encore des mots, j'imagine, pendant la course pour les motiver, les stimuler? Oui, pendant la course, on est en relation permanente et puis je n'éprouve pas le besoin d'avoir un quelconque filtre du briefing ou quoi que ce soit pour parler directement à mes coéquipiers. Je préfère leur adresser un mot entre quatre yeux, un témoignage de confiance et dans tous ces gestes du quotidien, plus que dans des moments formels. Souvent les briefings en plus maintenant sont filmés comme vous avez pu voir à la télé. Donc c'est plus dans ce rapport vraiment au-delà du rapport professionnel qui se crée entre les hommes finalement plus qu'entre les coureurs qu'on va chercher le meilleur de chacun. Bon, on a la chance de t'avoir là ce soir. Est-ce que tu as déjà une stratégie pour ce Tour 2007? Est-ce que j'imagine qu'il y a eu un retour, des feedbacks par rapport au critérium où tu termines 6e? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle est la stratégie de l'équipe? Je pense qu'il faut qu'on reste fidèle à ce qui a toujours marché pour nous, à surprendre, à essayer peut-être parfois d'anticiper, d'être là où nos adversaires ne nous attendent pas forcément. Même si je sens que j'ai progressé par rapport au Tour 2016, je sais que voilà, j'ai encore quelques lacunes et puis c'est mon côté imprévisible aussi qui me permet de m'exprimer pleinement. Donc c'est continuer à travailler dans ce registre-là. Et bien sûr, comme un peu sur le Tour 2016, déceler aussi les fenêtres, les opportunités pour pouvoir abattre nos cartes au bon moment. Alors, avant de passer le micro dans la salle, moi je voulais savoir, on m'a parlé d'une petite anecdote sur la remise des prix du Tour l'année dernière. Ta prof d'allemand, apparemment, était là. C'est le cas? Je sais pas. Hein. Je connais pas toute l'histoire. Oui, c'est vrai. Elle était intrusive un peu? Non, pas du tout. Non, au milieu c'était un grand plaisir de voir une tête familière au milieu de vous partager dans ce moment de bonheur. Petite question qui a un lien avec ton cursus. Tu as fait ton stage à l'AS Montferrand, qui a enfin gagné son titre, la Yellow Army. Justement, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as puisé dans ce stage et dans ce contact avec un sport structuré, avec
avec des équipiers, en tout cas une équipe structurée différemment de ce que tu vois au quotidien. Qu'est-ce que tu as tiré de ce stage à l'ASM? Oui, alors j'étais pas directement sur mon stage de fin d'études, pas directement impliqué aux côtés des sportifs, même si, voilà, par ailleurs, je suis lié d'amitié avec certains, et également dans le staff, donc je connais un petit peu le fonctionnement. C'est vrai que ce qui n'apparaît pas souvent, c'est la dimension collective du sport cycliste, et je pense justement qu'il y a beaucoup de ressorts, de moyens de progression à tirer d'un sport collectif comme le rugby, qui a des vraies valeurs. Moi, qui est un sport qui me plaît beaucoup par ses valeurs de fraternité, d'entraide et de notions vraiment de groupe. Et c'est des notions encore qui sont un petit peu en gestation dans le sport cycliste, qu'il faut approfondir. Et sur la motivation de troupe, comme disait Gauthier aussi sur les briefings, je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans le rugby. Voilà, j'adore regarder des fois les insides à l'intérieur des vestiaires. On voit vraiment cette communion entre les avants et les trois quarts. Et le fait que le joueur de rugby en lui-même finalement n'est rien sans son collectif. On a beau avoir le joueur le plus talentueux, il aura besoin de ses avants au bon moment. Donc, et en vélo, c'est un petit peu pareil. Et je pense que notamment cette notion de groupe, on a beaucoup à travailler, il y a beaucoup à s'inspirer d'un sport avec des valeurs aussi nobles que le rugby. Ce moment doit être aussi votre moment de partage. Donc, levez la main, ceux qui veulent poser une question à Romain, qui veulent échanger avec lui. Attendez juste que le micro vous arrive pour que tout le monde entende la question. Présentez-vous aussi. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses à connaître et à savoir. J'ai vu une main là-bas. Je voulais savoir un petit peu concrètement, toi, qu'est-ce qui t'a plu à Gênes? Est-ce qu'il y a des matières concrètement qui t'ont plu? Est-ce que ça t'a permis de te projeter plus clairement sur une carrière professionnelle? On va dire que c'est vraiment sur du long terme pour toi, mais est-ce que ça t'a permis de te projeter plus concrètement? Présente-toi, Olivier Favre. Présente-toi, Olivier Favre. Lève-toi. François Lechat, je t'entends. Je te vois. Présente-toi. Présente-toi. Bonjour, je suis Olivier Favre. Moi j'ai fait le parcours ISM, j'étais en équipe de France de ski cross jusqu'à 2010 et j'ai repris le parcours grandes écoles de Gênes en 2012 que j'ai fini, voilà, j'ai été diplômé en 2012 et depuis j'ai monté une start-up qui s'appelle Zimono et qui est mon sport. Voilà, vous savez. Merci Olivier. Merci Olivier, félicitations pour ton parcours. Moi, simplement, je dirais que, bien sûr, il y a des matières que j'ai particulièrement aimées, notamment des choses, tout ce qui a trait au management, je dirais, puisque j'avais vraiment un effet un petit peu miroir avec ce que je pouvais mettre en pratique dans ma carrière sportive dans le même espace de temps. Et je dirais que je me sens maintenant, bien sûr, mon activité sportive prend beaucoup de temps, j'ai encore une expérience professionnelle à acquérir pour, je pense, me lancer avec toutes les cartes, mais je pense avoir acquis une certaine connaissance du milieu entrepreneurial, surtout qui pourra être décisive au moment où finalement je redéciderai d'un autre projet de vie, parce que je sais très bien que le vélo, c'est pas... Voilà, et une carrière sportive, c'est bien timé, entre guillemets, et je compte bien aussi, durant ces années-là où maintenant j'ai été diplômé, de pouvoir faire fructifier un petit peu tous ces savoirs que j'ai eu pendant 4 ans pour pouvoir, au moment opportun, me lancer, et à l'image peut-être de ce que tu as fait dans une aventure entrepreneuriale à travers une start-up. Bah écoute, si on peut t'aider chez Zimono, si tu cherches un poste. C'est bien noté. Bonsoir. Alors moi je suis Florian Fillon, je fais du canoë-kayak de course en ligne et je suis en première année du parcours grandes écoles. Et je me pose une question. J'imagine que ton rôle de leader a évolué entre tes premières années et puis aujourd'hui. J'imagine que tu as peut-être même fait des erreurs en tant que leader. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces évolutions et sur aujourd'hui, qu'est-ce que tu as changé pour être un leader exemplaire dans le milieu du cyclisme? Oui, c'est une bonne observation. C'est vrai que c'était pas quelque chose de vraiment naturel pour moi, notamment quand on est propulsé leader sur un deuxième Tour de France à l'âge de... Bon, j'ai eu la chance d'être co-leader au début avec Jean-Christophe Perrault, mais
à l'âge de 23 ans, où on a des capitaines de route autour de nous aguerris de plus d'une trentaine d'années qui ont fondé une famille. Moi là je vis encore en appartement, j'étais étudiant sans réelle attache et je me sentais assez inconfortable à dire aux gens autour de moi, à leur insuffler un comportement ou leur dire ce qu'ils avaient à faire. Donc c'était plus, voilà, je pense, par les attitudes, mon engagement au quotidien dans ma pratique, ma manière de voir les choses, en discutant, en s'ouvrant à mes coéquipiers, que j'ai pu installer aussi un rapport de confiance et créer surtout sur cette relation du dialogue et s'imposer finalement au fil du temps, parce que c'est vraiment au fil du temps, naturellement, à travers des résultats. Mais je pense que les résultats, c'est ce qui brille, mais c'est surtout l'attitude au quotidien, notamment dans les moments un peu plus durs, quand les choses ne sont pas passées exactement comme on a voulu, et pourtant qu'on a été soutenu et qu'on n'a rien à reprocher à ses coéquipiers. C'est dans ces moments-là qu'on fédère plus que dans les victoires, où l'euphorie emporte un peu le marché. Donc c'est vraiment dans une démarche d'apprentissage aussi un peu collectif, sur ne pas hésiter à ouvrir le dialogue et à demander, parce que à mes coéquipiers qui sont une sorte de collaborateurs aussi, ce qu'ils attendaient de moi et comment on pouvait être meilleurs ensemble, tout simplement. Il y a souvent des frictions. Comment ? Il y a souvent des frictions entre vous, sur des prises de décision ou sur des situations particulières. Alors après, chacun a son rôle. Les directeurs sportifs, comme disait Gauthier, sont là aussi pour donner la trame générale. Néanmoins, quand il y a une hiérarchie qui s'établit un petit peu, chacun a ses responsabilités et a un petit peu sa marche à suivre. Néanmoins, j'ai toujours préféré régler les problèmes, non pas dans le briefing quand il y a eu 8 personnes autour, mais plutôt d'aller m'expliquer pour désamorcer les conflits à la base, parce que bien sûr il y en a, a fortiori quand il y a de la fatigue, quand le jour de course s'accumule, on est plus irritable, mais je pense que c'est aussi le propre des sportifs de haut niveau de savoir gérer cette pression-là, ces situations un petit peu tendues pour que le groupe continue d'avancer finalement. Pour avoir la chance de partager quelques moments de la vie, de la carrière de Romain sur les grandes courses, c'est un véritable leader naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, ou en tout cas de monter le ton, pour que toute l'équipe se fédère autour de lui. Et c'est vrai qu'il a un management qui est lié autour de son tempérament, de sa personnalité, et aussi du fait qu'il a des valeurs et une éducation qui permettent à tout le monde de s'y retrouver et puis d'avoir envie de se battre pour lui, que ce soit, quelle que soit la fonction qu'occupent les gens dans l'équipe. Et je crois que c'est à ça qu'on reconnaît un grand leader et, comme je le disais, un leader naturel. J'ai remarqué que tu commentais jamais tes sorties, alors que beaucoup de monde te le demande. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as un community manager qui te conseille là-dessus? Au début, vous étiez juste quelques-uns, là sur le Dauphiné, vous étiez, je crois, 54 sur Strava. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça peut apporter au cyclisme? Voilà. Alors, Strava, moi, c'est un usage purement récréatif, dans le sens où je publie un peu ce que j'ai envie de publier. Je trouve que c'est super sympa de pouvoir communiquer comme ça avec, et surtout dans un souci de transparence aussi, parce que je trouve que c'est bien de montrer à travers mes sorties d'entraînement, non seulement mes parcours, parce que le vélo c'est aussi à propos de ça, c'est à propos de super balades qu'on peut faire, de paysages qu'on peut voir, d'entraînements parfois difficiles qu'on peut s'infliger, bien sûr. Et voilà, c'est cette envie de partager là et cette demande aussi que j'ai, parce que les gens aiment savoir comment s'entraînent les pros, ce qu'ils font, quelles sont leurs routes favorites. Donc c'est ça que je partage avec grand plaisir. Néanmoins, c'est vrai que je ne réponds pas forcément aux commentaires parce que aussi j'essaie d'avoir une petite vie à côté, donc je poste ma sortie et le soir j'essaie plutôt de valoriser le contact humain avec les personnes qui sont en face de moi plutôt que d'être bloqué sur mon smartphone à répondre aux milliers de gens qui me suivent. Mais voilà, ça reste un plaisir et surtout ça me permet aussi de rencontrer des gens et si ça peut permettre aussi aux jeunes de susciter des vocations, en tous les cas c'est intéressant, je trouve, parce qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance à ce réseau social et de pouvoir partager des itinéraires ou des bons plans à travers Strava. Voilà, ça ne coûte pas grand chose, moi ça ne me coûte rien et je pense que ça nous satisfait tous. On a Florence Masnada qui est quand même double médaillée olympique et mondiale.
une spécialiste. Oui. Moi j'ai une question. Dans le cyclisme, j'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de cyclistes qui ont fait des études pendant leur carrière notamment. Peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est pas. Comment toi tu as pu assumer cette image un peu de cycliste intello, de sportif intello? C'est pas toujours bien vu par l'encadrement, c'est toujours pas la personne la plus facile à gérer parce qu'il y a du répondant, on a entendu tout à l'heure que Gauthier disait dans le breaking, où tu t'imposes aussi tes choix. Donc comment tu as pu, t'as pu évoluer avec cette image et puis un peu de Jean Bréal? Je pense que la question s'adresse Il y a du vécu, Florence. Oui, il y a du vécu, ouais. Et puis l'autre question, c'est plus perso, à quoi tu penses pendant 6 heures sur un vélo? Parce que moi, au bout de 2 heures, j'en ai marre. Alors oui, sur le fait de... Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions. Ça a été tout de suite repris en fait médiatiquement, peut-être par un petit peu par la singularité du parcours, malheureusement, on peut s'en désoler, mais ça a été surtout une affaire qui a pris médiatiquement et c'est pas quelque chose que j'ai cherché à mettre sur la place publique non plus, puisque chacun a ses passions et il n'y a pas... enfin, ses passions entre guillemets, où c'est... Chacun organise son temps libre comme il veut. Moi, j'avais envie de faire des études, de poursuivre. J'ai trouvé aussi un certain confort à ça, puisque je suis passé professionnel en étant à la fac de droit à Clermont, en allant 20 heures par semaine en cours, tandis que d'autres faisaient déjà que du vélo depuis plusieurs années. Donc, quand je suis arrivé à GEM, c'est vrai que de pouvoir suivre les cours à distance, ça a été un vrai plus pour moi. Et c'est vrai que ce parcours a un petit peu détonné, mais j'ai jamais cherché non plus à en faire des tonnes là-dessus. Et ça a été certains se le sont un petit peu appropriés pour me caractériser. J'ai eu du mal à me défaire cette étiquette-là. Yves sait de quoi je parle. Mais pour autant, j'ai toujours très bien assumé. Et si ça peut également être la preuve que c'est possible, j'en suis le premier avis. Néanmoins, dans mon milieu un petit peu d'appartenance du corps, sur le corps social des sportifs de haut niveau, j'ai jamais souhaité que ce soit une barrière par rapport à ceux qui souhaitaient pleinement se consacrer à la pratique. J'ai préféré mener cette double vie un petit peu de manière un petit peu un chemin un petit peu plus personnel, et ça me permettait aussi durant mes longues sorties de 6 heures de pouvoir penser à ce que j'allais faire après et assumer quoi. Bonjour, je suis Victor Vernet. J'avais juste une question pour toi. En tant que membre d'une équipe, tu es leader, et tu fais partie d'un collectif, et en mettant en relief avec ce que tu as pu apprendre en apport théorique à GEM, quelle limite vois-tu à l'individualisation de la performance, que ce soit dans ton équipe et en relief avec tes apports théoriques? Oula, on vient sur une question plus technique. C'est vrai que, si tu veux, j'ai besoin vraiment d'un groupe autour de moi pour être vraiment performant. Et alors, c'est un petit peu parfois ingrat. C'est le cyclisme professionnel qui s'est structuré un petit peu comme ça, puisque mes équipiers ont bien sûr des ambitions sur certaines étapes où ils jouent leur carte à fond, mais ils savent que la performance, notamment au classement général global, va passer par leur travail et leur dévotion pour me mettre dans les meilleures conditions de performance. Néanmoins, ça passe, comme je le disais tout à l'heure, par une juste reconnaissance de leur engagement, de leur fidélité aussi à mes côtés, de leur total dévouement. Et parce que c'est pas toujours facile pour eux de me protéger pendant 100 km et puis de finir l'étape assez loin derrière. Donc voilà, c'est aussi une prise de conscience des difficultés, les difficultés de chacun, et surtout les associer dans les succès, dans les défaites surtout, et surtout dans les succès, puisque ce qui ressort, c'est quand même c'est un petit peu l'ambiguïté avec le cyclisme, c'est que c'est mon nom qui a été cité comme podium du Tour de France. C'est pour ça que 2 ans auparavant, on a eu beaucoup d'émotions quand on avait pu monter sur le podium collectif sur les Champs-Élysées pour le classement par équipe, puisque chacun pouvait vraiment se sentir rétribué à sa juste valeur. Merci. Frédéric, je suis un cyclotouriste du dimanche et qui vient de passer au vélo électrique. Et du coup, j'espère bien pouvoir rivaliser avec vous sur Strava. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. En tout cas, bravo, je ne sais pas comment vous faites pour concilier les 200 km d'étape jour après jour. Bravo. Ma question, elle est sur, est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur les objectifs que fixe un sponsor, le vôtre par exemple? Quels sont-ils sur l'année 2017?
j'y connais rien. Est-ce que c'est un nombre d'étapes gagnées? Est-ce que c'est un nombre de minutes passées à la télévision? Voilà. Merci. Non, c'est une question vraiment très intéressante. Alors déjà, nous on a la chance d'avoir, sans faire du naming, un sponsor qui est très fidèle, qui nous a toujours témoigné de sa confiance sur des engagements de long terme et qui permet vraiment de construire une histoire collective. Ce qui amène beaucoup de sérénité dans le groupe, puisque bien sûr on a des objectifs sportifs élevés, mais on a vraiment le soutien de tout un organisme social, et notamment du siège à Paris, où les représentants viennent très souvent nous encourager et nous voir. Et c'est des milliers de collaborateurs qui vibrent derrière nos performances en juillet. Et c'est surtout cette émanation un petit peu de l'esprit d'entreprise qui jaillit à travers nos performances sur les routes. Et il n'y a pas d'objectif chiffré en termes de victoire d'étape. Bien sûr, ce qui est important, sont vraiment des valeurs qu'on doit aussi montrer à travers le sport. Ces valeurs d'effort, aussi de solidarité, donc ces notions d'équipe. Le podium par équipe aurait été très cher en 2014. Et ces notions de collectif et surtout d'honnêteté aussi à travers les performances et de dignité dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc c'est vraiment aussi à l'échelle du sport et on a aussi cette latitude, c'est ce qui nous pousse aussi d'avoir cette vraie confiance que nous témoignons au quotidien, à aller chercher toujours un petit peu plus haut puisqu'on n'a pas une pression qui est négative de la part du sponsor, mais au contraire un encouragement avec un engagement dans la durée pour arriver au meilleur niveau année après année. Deux dernières questions, le temps passe très vite déjà, donc deux dernières questions, puis on prendra congé pour ce temps de la soirée. Bonsoir Romain, David Loujas. Une question sur l'engouement populaire qui règne autour de France et sur les encouragements que tu as au bord de la route. Moi, je suis surpris de la ferveur qu'il y a sur les routes du Tour. Et c'est une différence entre le cyclosportif et toi, c'est que nous, il n'y a personne qui vous encourage. Donc ma question c'est, qu'est-ce que vous captez, vous les coureurs, toi particulièrement, de ces encouragements, de cette ferveur? Qu'est-ce que ça peut modifier pendant l'effort? Qu'est-ce que, au final, parfois c'est même pas un peu gênant? Je vois certaines attitudes et comment ça se gère, quelle émotion ça peut procurer? Alors ce sont des émotions la plupart du temps très positives, mais parfois contradictoires, puisque on sent, pour attaquer un petit peu avec le mauvais côté de cette affluence, c'est-à-dire que parfois notre sécurité, et surtout celle du public, est en jeu, puisque voilà, les routes sont étroites, et ce qui apparaît pas toujours à l'écran, mais il y a une vraie bataille pour les positions tout au long des étapes, pour que l'équipe soit très bien positionnée en avant de peloton, puisque la course n'est pas du tout la même si on est dans les 20 premiers ou dans les dernières positions du peloton. Ensuite, c'est vraiment des états assez difficilement descriptibles quand on est notamment sur un contre-la-montre, là on a l'image, ou sur une échappée, quand on a tout un public qui, sans narcissisme aucun, mais qui scande notre nom, parce que c'est vraiment la sensation d'être aussi emporté un petit peu par une vague quelque part. Et c'est vraiment la magie du Tour de France. Alors ça déforme vraiment aussi le relief, puisque je me donne à beaucoup de reconnaissance en amont. Parfois, avec la foule, je ne reconnais carrément pas les endroits où je suis passé. Donc j'ai l'impression, le soir, à l'arrivée, je me demande si on a pris les mêmes routes qu'on a reconnues. Mais simplement, voilà, il y a une attente particulière, notamment en France, et le public nous communique vraiment sa ferveur et ses encouragements, et ça nous permet aussi, des fois, dans des efforts, d'aller chercher un petit peu plus loin. La dernière question, je crois, là-haut. Bonsoir, je m'appelle Claire, je suis pas sportive de haut niveau, je suis en alternance en dernière année ici. Et du coup, je me demandais, selon toi, selon tes cours, aussi selon tes expériences avec les médias, tes équipementiers, selon toi, quelle valeur du monde de sport, et en particulier du monde du sport de haut niveau, manque à l'entreprise aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question, notamment on s'est souvent questionné avec François là-dessus, sur les parallèles qu'on trouve encore peut-être encore un petit peu trop embryonnaires et sur lesquels on mériterait de se pencher pour faire justement coexister vraiment et collaborer ces deux mondes plus intimement.
moi, je t'avoue que j'ai pas une grosse expérience de l'entreprise et notamment de ses ressorts d'amélioration. Je connais bien le domaine du sport de haut niveau et je pense que c'est surtout dans la gestion d'équipe, la gestion humaine, puisque voilà, peut-être maintenant avec les startups, on a davantage cet esprit de vivre ensemble, mais néanmoins dans certains grands groupes, je pense que voilà, dans le sport ou notamment dans le cyclisme, où on vit avec des hommes, avec une équipe de 30 personnes quasiment annuellement, on passe plus de temps dans l'équipe qu'en famille. On développe vraiment une connaissance plus fine de la psychologie humaine et aussi de la façon dont on peut tirer le meilleur de chaque individu. Et c'est aussi par des activités extra-professionnelles. Et c'est à travers aussi on développe des qualités spécifiques aussi dans le sport de haut niveau, comme tu disais, notamment d'acharnement, entre guillemets, pour le côté péjoratif, mais sinon de résistance aussi à la pression et aux contraintes, sur lesquelles il est intéressant aussi, je pense, de pouvoir créer des passerelles avec l'entreprise, notamment dans la gestion d'équipe et notamment dans la gestion des temps faibles.